Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Radio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Radio Nantes pour Fréquence Citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors aujourd'hui, dans Fréquence Citoyenne, nous allons parler de culture et de politique culturelle. Vaste sujet que nous allons aborder avec David Martineau, qui est l'adjoint de Johanna Roland. Bonjour David Martineau. Bonjour. Comme d'habitude, Philippe Audic est avec nous, président du Conseil de développement. Vous intervenez bien sûr quand vous voulez, comme d'habitude. Alors d'abord quelques mots sur vous, David Martineau. Vous êtes encore, alors je crois, quadragénaire, mais pour quelques mois, si j'en crois les fiches que j'ai lues. Vous êtes économiste de formation et votre parcours professionnel vous a conduit de Bercy jusqu'à Nantes dans les services de l'INSEE. Vous êtes engagé plutôt à gauche, ce qui vous a valu d'intégrer la municipalité de Jean-Marc Ayrault en 2008, d'abord comme adjoint au logement. Ça a été votre première fonction. Et en 2014, avec Johanna Roland, vous êtes devenu adjoint à la culture. Alors, poste particulièrement exposé, parce que dans une ville qui en a fait un de ses marqueurs quand même principaux depuis quasiment 25 ans. Alors, j'ai dit exposé parce que les milieux culturels ont parfois la dent dure. Ils mordent beaucoup et souvent entre eux aussi. Donc, c'est pas forcément toujours un milieu simple. Alors, comme d'habitude, dans cette émission, ma première question est plutôt personnelle. Alors, j'imagine qu'on a dû vous la poser 1000 fois, mais je vais refaire l'exercice, puisque l'exercice des responsabilités n'est jamais indépendant des inclinations personnelles. Vos goûts en matière culturelle, c'est quoi ? Alors c'est marrant parce que en effet, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question et à chaque fois je me demande bien ce que je vais répondre parce que finalement, je crois qu'ils se définissent avant tout par l'éclectisme. J'ai des goûts vraiment, je crois, très larges. J'ai une formation, j'allais dire de jeunesse, qui est plutôt une formation musicale dans le pop, le rock, ça peut aller jusqu'au punk, et qui est vraiment très marquée par ça. Mais aujourd'hui, des goûts très éclectiques, mais qui, si je devais donner peut-être quelques inclinaisons, porte surtout sur le spectacle vivant et je crois que j'adore particulièrement la proximité avec les artistes. Donc je suis plutôt quelqu'un qui va retenir dans ces musts de l'année assez régulièrement, parmi les 10 musts de l'année, 7 ou 8, c'est pas un hasard, qui vont s'être passés dans des petites jauges, dans des petites salles, parce que je crois que c'est là qu'on peut vraiment ressentir l'émotion, voir les choses se faire. Donc voilà, donc un éclectisme au point de vue des choix, mais avec cette volonté de pouvoir connaître l'émotion presque en face à face. Oui, sur les salles plutôt ferrailleurs que Zénith, alors. Par exemple, ça c'est un excellent exemple. Et puis, et c'est vrai qu'on a du mal peut-être à voir au Zénith des choses aussi proches que le ferrailleur. Alors, j'ai quelques contre-exemples en tête quand même de ce qui a pu se passer au Zénith. Mais c'est pareil, plutôt atelier d'artistes que son vernissage, plutôt peut-être nouveau studio théâtre qu'une plus grande salle. Enfin voilà, ça se décline, je crois. Plutôt même peut-être le bistrot du coin, même que Stéréolux, alors même si je crois qu'Éric Boistard serait pas content de m'entendre dire ça, mais il l'entend. Oui, mais j'ai bien peur que oui, mais je m'en expliquerai avec lui. Alors, vous êtes effectivement adjoint à la culture. Alors, comment est-ce qu'on devient adjoint à la culture ? C'est quelque chose que vous aviez préparé ou vous avez découvert votre affectation le lendemain du second tour ? Alors pour moi, ça a été un vrai hasard, parce que lors de la campagne de 2014, je faisais partie de ceux que Johanna avait à qui Johanna avait demandé de participer à l'aventure bien avant que les choses soient officielles. Et je lui avais dit, écoute Johanna, je considère en tout cas que pour ma part, tu me mettras là où tu me jugeras le plus utile. Et donc je te donnerai pas du tout de postes sur lesquels je pourrais aller éventuellement, parce que je considérais que prendre la suite de Jean-Marc Ayrault pour une jeune femme de 35 ans dans la 6e ville de France, c'était quand même un défi très important et qu'il lui fallait bénéficier du plus grand nombre de degrés de liberté possible, parce que on ne peut jamais ne faire que copier la personne qui nous devance, et il y a toujours ce besoin d'aller aussi chercher sa propre écriture, sa propre histoire, étant donné les évolutions de la ville. Donc je lui avais dit ça, et quelques
semaines avant la fin de la campagne, elle m'avait quand même demandé de lui envoyer une liste d'une dizaine de sujets dans lesquels peut-être elle pourrait aller piocher. Et la culture n'en faisait pas partie. Je n'avais pas écrit la culture parce que, étant donné mon parcours professionnel, étant donné, j'allais dire, cette impression vue de l'extérieur que ça pouvait peut-être être tenu par un spécialiste, voilà, je ne m'étais pas senti autorisé à faire cette proposition. C'est Johanna qui a eu cette idée avec, je crois, la volonté explicite d'aller chercher quelqu'un qui, à la fois, on va le voir, parce que ça fait partie des engagements politiques, assure une certaine continuité avec les politiques d'avant, dont on connaît évidemment toute la réussite et toute l'importance pour l'histoire de la ville de Nantes, mais aussi d'aller porter un regard neuf sur des réseaux qui peut-être avaient aussi vieilli avec l'aventure de Jean-Marc, puisque Jean-Marc était maintenant à la tête de la ville depuis de nombreuses années, et il avait évidemment créé ces réseaux, parce qu'on le sait que les politiques culturelles, c'est aussi une question de réseau, il y a aussi de l'humain qui se passe dans les politiques culturelles, et donc d'une certaine façon, voilà, la volonté pour Johanna d'avoir quelqu'un qui porte un regard neuf sur ces questions. Ça veut dire que vous n'aviez pas de cahier des charges politiques sur ce sujet, parce que la notion de politique culturelle, c'est un des domaines qui cristallise encore des oppositions droite-gauche. Et je crois que c'est bien heureux. Je crois que c'est bien heureux qu'on ait encore des éléments de démarcation dans nos politiques culturelles et dans nos politiques publiques. Quand on s'engage devant les citoyens, c'est aussi pour, j'allais dire, avec des marqueurs. Nous, nos engagements, ils ont des marqueurs à gauche, certains. Le cahier des charges, il était quand même connu. Il était connu dans ses grandes lignes, c'est-à-dire à la fois rassurer assez vite les acteurs sur le fait qu'une nouvelle municipalité s'implantait, mais qu'elle apporterait le même soin aux politiques culturelles que le soin qui avait été porté précédemment. C'est une première chose. Peut-être une deuxième chose, la plus nouvelle, c'est d'être capable de rebattre un peu différemment des questions telles que la démocratisation culturelle, la question des droits culturels, enfin comment finalement la politique culturelle, parce qu'elle connaît aussi des phases, dans cette nouvelle phase de développement, allait appuyer beaucoup sur le citoyen, sur l'humain, sur la co-construction et sur la culture du quotidien. Mais cette responsabilité, limite, vous n'avez pas eu peur un petit peu à aucun moment, parce qu'en fait, elle vous a demandé finalement de faire la transition entre les années Hérault et les années Roland, ce qui est pas une tâche facile, surtout dans une ville qui depuis 30 ans vit sur cette idée d'image culturelle, de dynamisme, d'inventivité, de créativité. Si je donne un petit secret de fabrication de la discussion que j'ai eue avec Johanna le mardi, juste avant le premier conseil municipal du vendredi, moi qui suis plutôt quelqu'un d'assez imperturbable, j'ai eu tendance plutôt à faire, comme dirait ma grand-mère, 3 tours dans mon slip quand elle me l'a proposé. Parce qu'il y a à la fois évidemment tout le poids symbolique de ce poste. On sait que porter cette responsabilité à Nantes, c'est évidemment quelque chose de très important du point de vue symbolique et politique, c'est la première chose. Il y a l'impact sur la vie personnelle aussi, être adjoint à la culture, c'est quand même être beaucoup plus à l'extérieur de chez soi que chez soi, donc ça fait aussi partie des enjeux. Et puis il y a aussi tout à coup une ouverture très forte à la médiatisation, qui n'était pas obligatoirement une médiatisation que je connaissais précédemment, alors que j'étais adjoint au logement. C'est aussi des politiques très importantes, avec déjà beaucoup de responsabilités, mais c'est vrai que, j'allais dire, j'ai eu une petite heure quand même de surprise et de réflexion avant de pouvoir répondre à cette question. Et du coup, j'ai renvoyé assez vite à Johanna la question suivante, c'est mais quelle est donc l'idée farfelue qui était passée par la tête pour me proposer ce poste. Et je crois qu'elle m'a assez vite rassuré sur l'idée de dire, je crois qu'il y a quelque chose qu'on apprécie en toi, c'est que tu parles à un grand patron, que tu parles à un habitant de Malakoff, que tu parles à un acteur culturel ou que tu parles à un citoyen lambda, tu parles toujours de la même façon. On a besoin aussi de gens qui soient de façon transversale à l'écoute de ceux qui font les politiques culturelles. Donc le cahier des charges, c'est vous qui l'avez fait. En fait, il y avait quoi dans les 10 sujets que vous lui avez proposés à Johanna Roland ? Dans les sujets personnels, oui. Il y a des sujets qui étaient plus traditionnels, alors, issus de mon mandat précédent, autour de l'urbain, autour du logement, mais je suis économiste, donc il pouvait y avoir des sujets de ce type-là. J'ai aussi enseigné à l'université, donc on peut imaginer que l'enseignement supérieur y était. Et puis je crois un certain nombre de sujets que j'ai oubliés parce qu'elle m'avait demandé de lister large, mais en tout cas, aujourd'hui,
aujourd'hui, autant ça a été une surprise, autant je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, et je dirais même que je la remercie d'avoir eu cette idée de faire ce casting un peu impromptu pour moi, parce que finalement, je vis non seulement un mandat avec beaucoup de responsabilités, mais ça c'est le cas de tous les adjoints, mais avec une passion extraordinaire, et donc c'est vrai que c'est quand même chouette, je dois le dire, de pouvoir exercer un mandat dans ces conditions. Donc vous allez continuer pour encore 5 ans, 10 ans peut-être? Ça, c'est pas moi qui le déciderai. Mais en tout cas, autant en 2014, j'avais dit à Johanna Roland, tu me mettras où tu veux, autant quand on rediscutera, si je devais repartir dans le futur mandat, je suis pas sûr que je dirais tout à fait la même chose. Très bien. Peut-être avant de revenir sur Nantes, vous avez dit qu'il y a encore une différence entre les politiques culturelles de gauche et de droite. Peut-être, ça serait intéressant que vous en disiez un petit mot. Est-ce que c'est quoi la politique de gauche par rapport à celle de droite? C'est la gratuité, par exemple, qui est un des éléments forts de la politique culturelle à Nantes, en tout cas, tel que je l'aperçois. Alors, ça fait partie évidemment des sujets, que les questions tarifaires. Alors, et puis surtout la question de l'accès à tous et de l'intensité de l'accès à tous à la culture. C'est-à-dire, sur les politiques de médiation, on peut habiller des politiques culturelles d'un peu de médiation, ou on peut faire des gros efforts de médiation en allant chercher ceux qui sont éloignés de la culture. Et moi, je vois régulièrement, là, entre différentes collectivités, des différences qui vont de ce point de vue. On peut aussi continuer à faire des médiations, ce qu'on pourrait appeler à la papa, comme je le vois exister encore dans un certain nombre de villes, et même dans certaines grandes villes, ou alors dire que la question de la médiation, c'est un champ de recherche à part entière sur lequel on va essayer d'être à la pointe, comme on peut essayer d'être à la pointe dans le domaine artistique. Mais c'est aussi, je crois, un choix clair en termes, et on l'a vu, avec par exemple l'arrivée de la région, de la droite à la région, et d'un certain nombre de choix qui ont été faits en termes de politique culturelle. Pour nous, c'est aussi, et avant tout, une politique de gauche, la liberté de création, la liberté de diffusion, qui doivent être sans cesse rappelées, et de dire que tous nos opérateurs culturels sur le territoire sont évidemment en relation avec nous. Certains vivent très largement des subsides publics, parce qu'ils sont utiles pour réussir à boucler les équations, et entre autres celle de la gratuité. Mais en tout cas, ils vivent toujours en pleine liberté sur leur choix de programmation, et ça, je crois que c'est particulièrement important. Et puis, c'est aussi de permettre au débat de se faire, et de s'interroger à tout moment à qui on donne la parole. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne la parole aux sachants, ou est-ce que dans la mouvance des droits culturels, on se dit que finalement le tout citoyen est apte à pouvoir prendre la parole sur les politiques culturelles et à exprimer ses goûts, ses choix, ses envies, ses dégoûts aussi, ou ses réticences vis-à-vis des politiques culturelles. Vous avez un nouvel horizon culturel inventé à gauche, parce que finalement, quand la gauche est arrivée dans les grandes villes, notamment fin des années 70, il y avait la bataille culturelle à gagner. C'était le discours. Finalement, cette bataille, elle a été gagnée, puisque toutes les métropoles aujourd'hui se sont parfois inspirées de Nantes, ou font des choses assez similaires. Et il y a le nouvel horizon de la gauche culturelle, ce sera quoi? Alors, je crois que malheureusement, elle n'est pas gagnée. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment énormément de choses de faites à Nantes comme dans d'autres grandes villes. Mais sur la question de la démocratisation, on en est loin encore. On a encore aujourd'hui, dans nos salles à Nantes, comme c'est le cas dans d'autres villes de France, sans un travail acharné, un public qui est très largement typologisé, qu'on connaît bien, qui peut être parfois vieillissant, qui peut être aussi avec des moyens sociaux, de capital humain et financier plus importants que la moyenne de nos populations. Et donc, évidemment, cette question de la démocratisation culturelle, ça reste une question alors qui est à réinventer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais alors là, on a encore, pour ceux qui veulent se battre sur cette question, il y a un bel avenir devant soi. Mais est-ce que là, vous avez cité la région, donc sans doute un exemple plus marqué, plus typiquement marqué à droite, mais est-ce qu'un Parisien qui émigre à Bordeaux ou à Nantes, il a une différence d'offre culturelle finalement aujourd'hui dans les métropoles? Alors, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que il y a encore quelques années, quand les Parisiens venaient à Nantes, les Parisiens amoureux de culture, ceux qui ont déjà une consommation culturelle importante quand ils vivaient à Paris, leurs amis leur disaient « Ah oui, tu vas à Nantes, effectivement, c'est acceptable d'aller à Nantes, tu verras, tu pourras quand même avoir une vie culturelle à peu près digne de ce nom. » Et quand je rencontre 6 mois, 8 mois, 10 mois après leur installation, ces néo-nantais, en fait, ils me disent que non seulement c'est acceptable
acceptable, mais qu'ils ont une consommation culturelle beaucoup plus importante à Nantes qu'ils ne l'avaient à Paris, parce que les tarifications sont plus adaptées, parce que la ville est aussi plus facile, parce que trouver un babysitting, c'est aussi, quand on est par exemple jeune parent, c'est aussi plus facile. Et finalement, beaucoup me disent, mais la grande surprise, c'est que non seulement la programmation est extrêmement riche, elle est diverse, elle est en plus très rarement mainstream, donc on peut aller aiguiser des appétits un peu précis de consommation culturelle, mais qu'en plus, c'est dans des tarifications qui nous permettent d'avoir une consommation culturelle bien plus importante que celle qu'on avait précédemment. On va prendre une première pause musicale. For more shows and info from EU Radio, go to euradio.fr. Fréquence citoyenne. Fréquence citoyenne, vous êtes toujours à l'écoute avec David Martineau, que nous avons invité aujourd'hui pour parler de culture et de politique culturelle. Alors David Martineau, vous nous avez dit avant la coupure ce qui faisait la différence entre une politique culturelle de gauche, une politique culturelle de droite. Alors on va parler de Nantes plus particulièrement. Et Nantes, effectivement, ville culturelle, c'est dans tous les documents de communication, dans la presse, au niveau national. Mais est-ce que les Nantais sont plus cultivés qu'ailleurs ? Est-ce qu'on lit plus de livres ici ? Va-t-on plus souvent au musée, au théâtre, au cinéma ?
Alors, malheureusement, on n'a pas de chiffres suffisamment globaux et précis pour pouvoir répondre simplement à cette question. On a un faisceau d'indices qui, sur cette ville, nous permettent de donner, un certain nombre de températures. Bon, on a parlé du livre, par exemple. On peut dire d'abord qu'au-delà du réseau public, de lecture publique, qui était déjà très important entre nos médiathèques, nos bibliothèques et nos bibliothèques associées, on a un nombre de librairies indépendantes à Nantes qui est particulièrement important quand on le compare aux grandes villes de France. On peut citer d'autres exemples. Nantes est la ville de France où le cinéma de patrimoine, le nombre de films de cinéma de patrimoine diffusés par habitant est le plus important. On est devant Paris sur cette question. Par exemple, on est la première ville de France sur cette question. On est, quand on regarde dans nos salles, si on prend par exemple les musiques actuelles, on sait qu'ici, quand un groupe est en tournée, il va faire à Nantes une jauge 20, 30 à 40% supérieure à ce qu'il fait dans d'autres villes françaises. On a, avec la réouverture du musée d'art, aussi aujourd'hui un succès public considérable. Bien évidemment la première année, mais ça, ôtons la première année qui est toujours exceptionnelle en cas de réouverture, mais on est aujourd'hui à plus de 1000 personnes qui, chaque jour d'ouverture du musée d'art, viennent rejoindre le musée d'art. Mais c'est vrai, ce qui est vrai pour le musée d'art est aussi vrai pour le musée du château, ce qui est beaucoup plus surprenant. 345 000 visiteurs au musée du château. En tout cas, voilà, on bénéficie d'un nombre très important d'indices qui nous laissent à penser qu'il y a une pratique culturelle très importante des Nantais par rapport à ce qu'elle peut être par ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'a malheureusement pas de chiffres agrégés. Il faudrait refaire une enquête, et on espère que prochainement les services du ministère de la Culture relanceront cette capacité de faire des enquêtes sur les consommations et les pratiques culturelles, parce qu'elles nous permettraient à la fois, nous, de mieux connaître la situation à Nantes, mais aussi de pouvoir se comparer à d'autres grandes villes de France. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que pour vous, la politique culturelle est un outil d'émancipation des populations, ou est-ce que ça reste, ce qui quelquefois est le sentiment qu'on peut avoir, un élément d'attractivité du territoire ? Alors, c'est vrai qu'on a toujours cette question sur la culture à Nantes qui serait tournée avant tout vers la question de l'attractivité. Et je crois que ça vient aussi du fait qu'on a un certain nombre de très grands événements qui font la une médiatique. Mais qui viennent cacher finalement, qui sont des grands arbres, qui viennent cacher une forêt beaucoup plus intéressante finalement. Et la forêt, c'est celle des 425 projets que je soutiens dans l'année. On a donc 2 à 3 projets par jour qui se déroulent sur notre territoire, donc des très grands événements comme des plus petits projets. Et je crois que ça, pour nous, c'est vraiment, l'ADN de la politique culturelle que l'on mène. Je parle souvent de politique du quotidien. Quotidien étant à prendre à la fois au terme temporel du terme, mais aussi au terme géographique, au sens géographique du terme. C'est-à-dire qu'on essaye dans cette ville de créer un maillage de propositions culturelles pour que chaque Nantaise et chaque Nantais puisse avoir dans son quotidien une proposition, où on espère même 2 ou 3 propositions pour qu'il puisse y avoir des esthétiques et des champs culturels variés de pratiques culturelles. Et je parle de pratiques, et je devrais d'ailleurs insister sur cette question, c'est aussi la question des pratiques amateurs culturelles. C'est pas simplement aller voir des diffusions, mais la question de la pratique amateur. Et sur ce mandat, par exemple, il y a eu une évolution très forte, puisqu'on a ouvert le dispositif carte blanche, qui permet, sous conditions de ressources, aux plus démunis de pouvoir aujourd'hui se voir payer tout ou partie de leur inscription à des pratiques culturelles amateurs. Et on a aujourd'hui plus de 1000 personnes qui bénéficient de ce dispositif carte blanche en termes de culture sur le territoire. Et est-ce qu'il y a des pratiques qui émergent aujourd'hui, qui sont nouvelles ? Il y a une forte appétence pour les pratiques participatives et qui sont en complément des pratiques du quotidien, des pratiques, à l'année, celles durables. On est, par exemple, d'un cours de sculpture, on fait partie d'une chorale, on fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Celle-ci continue d'exister, continue d'ailleurs de se développer gentiment, mais il y a par contre une explosion de ce qu'on pourrait appeler des mobilisations plus flash autour de la rencontre entre artistes professionnels et amateurs,
Et là, on a aujourd'hui un fort appétit pour ces pratiques participatives. Fort appétit qui a d'ailleurs trouvé son point d'orgue l'année dernière quand on a organisé sur le territoire pour la première fois en France le festival Carrément Biscuit, qui était un festival sur 3 jours, 100% pratique, proposition participative, où on a eu, la grande surprise de voir qui a plutôt bien marché d'ailleurs. C'est 17 000 personnes qui ont participé à ce festival en tant que spectateurs, mais plus de 1500 qui ont été actives dans les propositions artistiques qui ont été réalisées. Et pour nous, c'était vraiment, un moyen de développer aussi toute la palette des pratiques participatives. Tous les champs disciplinaires étaient là. Il y avait des grands projets, il y avait des petits projets portés par des grandes institutions, d'autres portés par des institutions plus modestes, des projets sur lesquels il fallait quelques mois auparavant déjà préparer sa participation, donc avec une pratique participative mais un peu plus lourde, sur un trimestre disons, d'autres où ça pouvait se faire dans la journée. Et donc on a essayé de montrer aux Nantais toute la palette des pratiques participatives qui étaient offertes aujourd'hui sur le territoire, et ça a été un succès considérable. Cette idée de participation, c'est ça peut-être l'élément nouveau aujourd'hui dans les politiques culturelles, parce que vous me tendez la perche quand vous dites ça, parce que j'ai réécouté avant de venir une intervention qu'on avait de Jean Blaise, qu'on avait invité en 2015, je crois, dans une manifestation qu'on organise qui s'appelle Questions publiques. Et Jean Blaise avait eu une formule, mais bon, avec un peu de second degré, mais encore que, il nous disait, nous, la co-construction, on la faisait surtout après. Est-ce que c'est vraiment ça qui a changé dans l'évolution des politiques culturelles, la participation davantage de gens, des plus petits acteurs? Ce qu'il faut comprendre, je crois, dans le rôle qui m'est dévolu, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de développement du participatif, c'est pas au détriment du reste. C'est-à-dire que finalement, une politique culturelle, ce sont des strates. Il y a eu la grande époque des grands événements. On rencontre tellement de Nantais aujourd'hui qui nous parlent des allumés, qui nous parlent de l'arrivée de Royal Deluxe, qui nous parlent de la création de la folle journée. Il y a eu cette phase des très grands événements que beaucoup de Nantais ont. Il y a eu ensuite la phase des équipements qui est arrivée. Aujourd'hui, on est dans une phase où la métropole nantaise continue de préserver ces grands événements qui continuent quasiment tous d'exister, avec d'ailleurs une capacité assez incroyable à se renouveler, et c'est pour ça qu'ils existent toujours. Peut-être aussi, d'ailleurs, j'en profite pour faire ce commentaire, parce qu'ils étaient d'abord basés sur une vision extrêmement populaire, tout en maintenant une qualité artistique inébranlable. Et donc, c'est le double ingrédient qui permet peut-être aussi à ces événements de continuer d'exister quelques années après. Il y a eu, donc j'en parlais, les équipements, et aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où on a, une double nouvelle priorité. D'abord, on a une communauté artistique qui est sur le territoire très nombreuse et qui compte au niveau français. C'était pas obligatoirement, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire culturelle de Nantes. Je crois qu'il y a 30 ans, on n'avait pas cette même richesse et cette même diversité. Et puis, donc à côté de ces artistes, dont on a aussi envers lesquels on porte quand même un certain nombre de responsabilités, il y a en effet des Nantaises et des Nantais qui souhaitent eux-mêmes être des acteurs des politiques culturelles. On ne peut pas dire aux Nantaises et aux Nantais depuis 30 ans, la culture c'est notre ADN, et finalement être surpris que l'ADN par lui-même a envie d'être dans une espèce de modèle de croissance endogène, et lui-même il a envie de développer ses propres positions. Et comme aujourd'hui beaucoup de créateurs sont finalement très en appétit de répondre à ce besoin de participation du public et de penser dans leur création le public dès le départ et non pas simplement dans la restitution finale, on a en effet une explosion de ces pratiques, mais ça n'empêche pas, et ça doit continuer d'exister, qu'un certain nombre de propositions moins participatives, et parfois on a aussi un certain nombre de plasticiens qui sont par exemple des plasticiens autistes, on pourrait le dire, et qui veulent travailler dans leur atelier, etc., et puis qui vont proposer leurs propositions, mais c'est toute cette diversité qui fait la richesse d'une politique culturelle. Donc il n'y a pas pour moi du tout d'opposition entre l'un et l'autre, mais c'est vrai que si on doit appuyer sur des évolutions récentes, la question du participatif, elle est quand même aujourd'hui centrale. Oui.
Philippe ? Oui, ces grands événements que vous rappelez et qui ont marqué effectivement avaient cette caractéristique d'être plutôt déjantés, décalés. Est-ce qu'on a toujours cette image de Nantes qui a incontestablement marqué effectivement cette période ? Alors, je crois que d'abord d'autres villes ont essayé de copier ces événements décalés et déjantés d'une part, mais finalement, si je reprends l'exemple de Carême en Biscuit, on a toujours un certain nombre de sujets sur lesquels on a un coup d'avance. Quand on regarde les programmations de nos différentes institutions, ceux qui viennent de l'extérieur nous disent qu'ils sont assez surpris finalement de retrouver assez peu de noms de stars ou de gens très connus. Et donc, on a toujours aussi cette capacité à faire venir le public avec des propositions qui soient alléchantes. Je crois que Nantes a trouvé son bon équilibre entre quand on a, par exemple, moi j'ai en tête le dernier spectacle de Fia Ménard et la compagnie Non Nova au Grand T. C'est un spectacle. Je me suis fait accompagner de ma mère pour la première. Ma mère m'a dit, en sortant du spectacle, eh bien ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Elle a dû être surprise quand même, votre maman. Elle a dû être surprise. Ma mère est une progressiste, mais une progressiste de plus de 80 ans. Elle a toujours été progressiste, mais voilà, ça. Je veux dire, on continue d'avoir effectivement ces propositions, mais d'une certaine façon, elles sont passées dans le quotidien, donc on en parle peut-être moins. Donc il y a peut-être aujourd'hui, et puis peut-être un marqueur aussi qui cherche moins à communiquer sur ce côté déjanté. Mais enfin, en tout cas, un certain nombre de journaux internationaux continuent de dire qu'on est la ville la plus déjantée du monde. Est-ce que transfert, par exemple, c'est un reste de ce... Je dis pas un reste, c'est péjoratif, mais c'est une illustration de ce décalage encore de ces productions un peu différentes? L'équipe de Pick-up qui gère le site de transfert dit deux choses. Elle dit d'abord, nous, on est les enfants de cette époque, les Allumés, Royal Deluxe, on est les enfants de cette génération. Mais on est les enfants modernes. Et avec, finalement, aujourd'hui, une responsabilité particulière, c'est de montrer aux Nantaises et aux Nantais que plutôt qu'aller chercher des programmations décalées qu'on va chercher partout dans le monde pour les montrer aux Nantais, c'est finalement de Nantes qu'elles viennent. Que beaucoup des projets singuliers qui se développent aujourd'hui dans la création française, un très grand nombre d'entre eux naissent à Nantes. Et donc, du coup, il y a cette volonté, en effet, avec une génération, c'est 30 ans après, voilà, de poursuivre l'entreprise. Mais Transfert, en effet, c'est un projet fou. C'est aujourd'hui la plus grande friche de cette nature en France. C'est un projet qui va chercher à mêler à la fois le culturel, mais aussi la réflexion urbaine, la réflexion architecturale. C'est un site qui vit à proximité d'un camp rom où il y a une recherche d'intégration plutôt harmonieuse de ces populations avec le site de transfert. On peut avoir un public extrêmement familial, les personnes roms à côté qui sont là, tout en ayant les plus bobos des Nantais qui viennent sur le site, et tout ça se mélange dans un joyeux foutoir qui, je crois, correspond bien à l'esprit nantais. Et cette démocratisation culturelle, là, dont vous avez parlé à plusieurs reprises, qui se traduit souvent dans une formule peut-être un peu fourre-tout par toi, qu'on appelle la culture pour tous. Est-ce que vous, au bout de 5 ans, finalement, vous dites on a bien progressé sur ces questions-là, ou qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi les chantiers qui restent encore aujourd'hui? Alors c'est clair que dans les pistes d'amélioration pour le futur mandat, ça fait partie des sujets principaux. Mais si on a... moi je sens en effet un certain nombre d'inclinaisons qui ont eu lieu. D'abord en nombre. Le nombre de projets soutenus aujourd'hui à Nantes et à Nantes Métropole dans le domaine de la proximité, dans le domaine de la culture pour tous, ont été multipliés par 2. Donc ça, c'est déjà, j'allais dire, un certain nombre d'évolutions. On a aujourd'hui des structures. Je pense aujourd'hui, par exemple, toutes les grandes structures nantaises sont jumelées avec un quartier nantais. Chacun est en train aujourd'hui de mettre en place et de développer sa politique de jumelage, et on voit les premiers fruits qui arrivent. On a la pérennité des créations partagées. On a créé dernièrement un nouveau dispositif qui s'appelle la culture à 2 pas de chez vous, qui s'est créé la première année avec un budget de 50 000 €. La deuxième, il était de
80. Cette année, on va arbitrer pour plus de 120 000 € de projet sur ce dispositif. On voit une très large montée en puissance de ces sujets et j'allais dire, on a encore du travail évidemment devant nous, mais je crois qu'on a montré, en tout cas, ouvert un chemin certainement, mais surtout des grandes perspectives à venir pour les mois à venir sur ces questions. Un mot sur le patrimoine, parce que quand on parle de culture, souvent on oublie cette question patrimoniale. Alors elle n'intéresse pas toujours forcément les mêmes publics. C'est une politique qui a fait débat à Nantes à plusieurs reprises. On en est où aujourd'hui ? Alors d'abord, vous le savez, l'importance de la politique patrimoniale à Nantes fait que on a dans l'équipe culture un adjoint en patrimoine, Olivier Château, qui est donc un adjoint délégué complètement sur ces questions de patrimoine. Il est d'ailleurs délégué aux questions aussi fluviales, puisqu'il est en charge aussi de la Loire et de l'Erdre. Et je crois que c'est pas inintéressant évidemment sur la question du patrimoine à Nantes. Pour nous, c'est une question très importante parce qu'il faut articuler le développement de la ville avec ces questions-là. Johanna Roland le dit toujours, très souvent dans ses discours, on a, nous, une crainte, c'est l'homogénéisation des grandes métropoles. Et finalement, dans 30 ans, dans 40 ans, toutes les métropoles se ressemblent. Et pour qu'une métropole tire, j'allais dire, sa singularité, elle a finalement deux actions particulières. Un, évidemment, se retourner vers son patrimoine. Et puis deux, pouvoir développer des projets qui soient typiquement nantais. Et qui ne soient pas des projets qui seraient reproductibles de façon comme à l'usine dans toutes les villes françaises. Et pour nous, cette articulation, elle est très importante et c'est la raison pour laquelle, justement, l'élu au patrimoine, comme l'adjoint à la culture publique, participe avec moi-même, j'allais dire, à une coordination. Moi, j'ai la responsabilité d'assurer cette coordination, à une coordination de toutes nos politiques culturelles pour essayer justement de poursuivre cette idée qu'on veut aussi créer ici la ville singulière des Nantaises et des Nantais. On va prendre une seconde pause musicale. Music, diversity, culture. This is EU Radio. EU Radio. You wanna be bad, just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, just beat it, just beat it, just beat it. They're out to get you, better live what you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't not true or dare. They'll kick you, they'll beat you, they'll tell you that it's fair, so beat it. But you wanna be bad, just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it.
showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right, just be there, be there. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right, just be there, be there. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right, just be there. Fréquence citoyenne. Nous sommes toujours avec David Martineau pour parler de politique culturelle. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais qu'on en vienne aux relations à d'autres partenaires en matière culturelle, notamment les relations entre les collectivités régionales, départementales et l'État. Puisque les politiques sont souvent effectivement cofinancées ou soutenues en fonction des différents partenaires. Donc peut-être un petit mot là-dessus, puis on parlera de la métropole après. Alors peut-être on peut rappeler que d'abord la loi prévoit ce cadre de cofinancement en disant que les politiques culturelles sont des politiques partagées. Partagé, je le reprécise parce que parfois quand je vois le comportement d'un certain nombre de partenaires, pas particulièrement ici, mais en tout cas sur le territoire, partagé, ça ne veut pas dire optionnel, ça veut dire que ce sont des compétences obligatoires, mais partagées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, chacun doit, sur la réalité de son territoire, s'entendre pour essayer d'avoir des actions qui soient le plus possible en harmonie, en complément, et permettre de développer comme ça l'ensemble de la palette des politiques culturelles. Aujourd'hui, nous, sur notre territoire, on a une situation quand même un petit peu particulière, qui est aussi héritée de l'histoire. C'est que la région Pays de la Loire est la région qui reçoit les plus faibles dotations du ministère de la Culture par habitant de toutes les régions françaises. Donc on a finalement aujourd'hui un État très peu présent par rapport à ce qu'il peut être dans la moyenne des autres régions. Si les dotations augmentaient de 35%, on serait simplement à la moyenne en région Pays de la Loire. Donc non seulement on est dernier, les avant-derniers sont nos amis bretons, mais on est très loin derrière un certain nombre de régions. Deuxièmement, on a aujourd'hui, on le sait, un certain nombre de collectivités qui ont fait des choix budgétaires qui ont été différents de ceux de Nantes Métropole et de la ville de Nantes, qui ont choisi de maintenir et même de faire légèrement augmenter le budget culturel en cours de ce mandat, alors que d'autres collectivités ont pu faire des choix différents de ce point de vue. Et puis, aujourd'hui, la loi, normalement, prévoit que les régions puissent organiser un lieu de discussion autour des collectivités qui permettent de travailler la bonne articulation de nos politiques culturelles. Et aujourd'hui, la région Pays de la Loire ne s'est pas saisie de cette question. Donc on a en effet une situation partenariale qui est assez compliquée de ce point de vue. Pour moi, c'est un des enjeux très importants de notre métropole, parce que les politiques que mène la métropole de façon générale, elles trouvent leur pendant culturel de la même façon. Quand on parle d'alliance des territoires, quand on parle de capacité de la métropole d'être à la fois irrigante, mais aussi, comme le cœur l'est pour le corps, une pompe aspirante refoulante qui permette une bonne circulation du sang dans l'ensemble du corps. Voilà, la métropole compte jouer ce rôle, elle compte le jouer au niveau culturel, et donc on a sûrement dans les mois à venir à trouver des nouveaux modèles pour inventer des nouvelles coopérations avec les territoires qui nous entourent sur ces questions. Alors justement, l'essentiel de l'action métropolitaine se déroule sur un territoire qui en regroupe 24 communes, voire au-delà d'ailleurs. Et donc, qu'en est-il de la culture aujourd'hui, puisque les partenariats avec les supra-collectivités, si je puis dire, sont laborieux, si j'utilise ce terme. Qu'est-ce qui se passe au niveau des communes ? Souvent, la politique culturelle reste un des domaines de compétences auxquels tiennent les communes. Les équipements sont de plus en plus partagés. Alors, est-ce qu'il y a une voie pour développer une politique culturelle métropolitaine ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les communes tiennent très largement à conserver leurs compétences culturelles. Et comme on le disait tout à l'heure, quand on disait que je disais que je me réjouissais qu'il y ait finalement des politiques culturelles de gauche et de droite, que ça fait partie aussi du débat démocratique et qu'il faut, complètement assumer ces questions-là, je trouve complètement normal que les maires aient envie de pouvoir
se servir de cet outil qui peut être aussi un outil de différenciation dans le rapport à ses habitants pour animer leur ville et mener des politiques qui soient des politiques propres. Aujourd'hui, au-delà de ce rôle intangible des municipalités et des maires dans les politiques culturelles, on a de toute façon des acteurs culturels qui, sur le territoire métropolitain, travaillent déjà beaucoup entre eux. On a des acteurs culturels qui sont à la demande que la métropole puisse héberger, peut-être par une espèce de compétence chapeau, les projets qui ne peuvent pas se mener au strict, simplement dans les communes elles-mêmes, mais qui dépassent le cadre strict de la commune. Donc aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de projets de cette nature-là, qui soient un peu transversaux sur les territoires métropolitains. On a parlé de transfert, on pourrait parler de Royal de Luxe avec son installation sur le Grand Bellevue, sur à la fois les communes de Saint-Herblain et de Nantes. Mais j'allais dire, on va, dans le mandat futur, sûrement développer très largement un certain nombre de coopérations qui permettront aux communes de pouvoir héberger, à la métropole de pouvoir héberger les projets que les communes ne peuvent pas héberger seules et de, par principe de subsidiarité, continuer de faire porter aux communes les responsabilités qui les regardent. Est-ce que ce principe de subsidiarité sera suffisant à terme ? Parce que la métropole est de plus en plus puissante, elle parle souvent d'une seule voix malgré des différences politiques. Est-ce que 24 politiques culturelles sur ce territoire-là, à terme, ce sera une situation tenable ? On a vu les évolutions dans le sport aussi. Petit à petit, les communes ont fini par déléguer un certain nombre de compétences, même s'il s'agit du haut niveau. Alors, c'est le haut niveau dont on parle. J'allais dire, le sport du quotidien, lui, il a été très peu impacté par ces évolutions. Je crois qu'il ne faut jamais qu'on oublie que notre projet commun, c'est d'abord un projet de maire. Notre métropole, c'est avant tout une collectivité qui fonctionne sur la recherche d'un consensus, d'un dialogue entre les maires de ces 24 collectivités. Et avec, je crois, le plus grand respect possible apporté aux maires de communes de taille modeste, et qui est, je crois, tout aussi important que celui apporté aux maires de plus grosses communes. Je crois que c'est d'abord indispensable. C'est une question qu'il ne faut même pas se poser. Je crois que c'est la clé du succès du développement des politiques culturelles. Le grand machin culturel, aujourd'hui, on voit bien comment ça a du mal à fonctionner. Quand on regarde, par exemple, le rôle aujourd'hui des directions régionales des affaires culturelles, qui sont le bras armé de l'État en région, on voit comment aujourd'hui, elles ont de plus en plus de mal à décliner de façon pertinente des politiques de l'État qui descendraient de façon harmonieuse dans les régions. Parce que, finalement, leur capacité d'intervention et d'adaptation au terrain, parce que les budgets qui leur sont alloués aujourd'hui sont insuffisants pour pouvoir le réaliser. Donc à nous d'inventer sur le territoire ces intelligences qui nous permettent de, au contraire, se réjouir de faire cohabiter, de continuer de faire cohabiter 24 politiques culturelles différentes et avec, évidemment, sur les grands équipements, sur un certain nombre de grands flux que connaissent nos habitants au jour le jour, de pouvoir travailler sur des harmonisations et sur des questions de ce genre. Mais finalement, quand on laisse, comme on le fait à Nantes, les grands opérateurs très libres de leurs propositions, c'est déjà ce qui se passe naturellement. Alors, parce qu'on pourrait dire à Nantes, finalement, il y a autant de politiques culturelles menées que d'établissements. Il y a une politique à Stéréolux, il y a une politique au lieu unique, il y a une politique à l'opéra, etc. Et je crois que c'est aussi cette richesse qui fait que les Nantais peuvent avoir affaire à quelque chose qui ne soit pas univoque, mais à de la vraie diversité, avec des vraies diversités de propositions. Mais est-ce que tous les habitants de cette métropole, justement, ils peuvent être légitimes à avoir accès à davantage de diversité qu'ils n'ont aujourd'hui ? C'est-à-dire que l'habitant du Pèlerin, de Mauves ou de Basse-Goulaine peut se dire « mais moi, je voudrais avoir autant d'offres, autant de services culturels qu'un habitant nantais. J'habite la même métropole que lui. » Si j'en crois les chiffres épars dont on dispose et qui sont évidemment pas complètement satisfaisants pour répondre précisément à cette question, ce qu'on voit, c'est que nous, dans nos institutions nantaises, en tout cas, la part des métropolitains est très forte. Donc, ils y répondent déjà. L'habitant du Pèlerin qui a envie de venir à Stéréolux, il vient à Stéréolux et aujourd'hui, il n'est pas empêché de venir à Stéréolux. Je crois que c'est plutôt sur les questions de pratique artistique, sur les questions de culture du quotidien que se posent ces sujets. C'est-à-dire, est-ce que finalement, une commune de la périphérie nantaise
va avoir un budget culturel qui va être très petit parce qu'on va considérer que la ville-centre est l'attracteur culturel et d'une certaine façon qu'on peut mettre des priorités ailleurs dans la ville, dans cette ville de taille plus modeste, ou est-ce que les habitants peuvent pas aussi dire à leur maire, mais nous on a besoin que vous continuiez, j'allais dire, d'appuyer la dynamique de la métropole en développant sur votre territoire des politiques culturelles qui soient dynamiques. Et donc finalement, le dialogue il est au bon niveau entre les habitants et leur maire sur ces questions-là. C'est, je crois, avant tout d'abord dans la dynamique du quotidien, dans un certain nombre de petites communes, qu'il peut y avoir des problématiques qui apparaissent, parce que sur la nature des grands équipements et, j'allais dire, des déplacements que font les métropolitains vers ces grands équipements, aujourd'hui, on sait que c'est déjà une réalité. Il y a en même temps ce sentiment, parce qu'on a fait un travail sur la métropole il y a quelques mois, et dans ce qu'on a entendu au niveau des habitants des territoires, c'est quand même que le sentiment qu'ils ont, c'est que les grands équipements sont sur la ville-centre. Alors, il y a une histoire, mais du coup, il y a un sentiment d'injuste, de quelque chose qui est injuste, puisque les grands équipements profitent d'abord à la ville-centre et aux Nantais, plus qu'aux métropolitains. Donc, comment on corrige ça ? Même si, comme vous l'avez dit, bien sûr, rien n'empêche un habitant de Saint-Jean-de-Boiseau de venir dans un grand équipement qu'il finance d'une certaine manière. Ce mandat, je crois qu'il est le point peut-être de départ de la volonté de corriger un certain nombre de ces déséquilibres. On a parlé de transfert tout à l'heure, transfert c'est Rezé. On a parlé de Royal de Luxe à Bellevue, c'est Nantes et Saint-Herblain. On a dans ce mandat ouvert très largement la programmation des folles journées aux communes de la métropole. On a eu le chronographe aussi à Rezé. Enfin voilà, on voit un certain nombre d'évolutions qui se mettent en place. Je crois que c'est une évidence qu'il faut aller plus loin sur cette question. Regarder comment le réseau de salles aussi peut peut-être mieux fonctionner pour pouvoir imaginer à la fois pour les artistes mais pour les publics des circulations. On a un travail qui se fait aujourd'hui entre les médiathèques et les bibliothèques de l'ensemble de la métropole. Même chose sur la question des écoles de musique. Mais c'est vrai que historiquement, les équipements, ils sont dans la ville-centre. Aujourd'hui, ce qui compte aussi, je parlais tout à l'heure de la question des jumelages. De chacun des quartiers nantais sera jumelé avec un grand équipement. C'est de regarder comment ces jumelages pourraient, dans un mandat futur, s'étendre à la question métropolitaine. Et est-ce que cette configuration nantaise là, que vous avez évoquée se retrouve dans les autres métropoles ? Et quel lien vous avez avec vos collègues des grandes villes ? Alors, quand je regarde au plan national et au plan international, je crois qu'on a même plutôt de la chance d'avoir plutôt une plus faible concentration qu'ailleurs des équipements sur la ville-centre, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans tous les schémas urbains, surtout quand la ville-centre, géographiquement, comme c'est le cas de la métropole, occupe le centre géographique de la métropole. Et donc, on a, systématiquement une concentration vers la ville-centre. Mais on a aujourd'hui un certain nombre de villes qui renforce cette idée de la centralité en créant, par exemple, une maison pour la danse, où on va trouver, quasiment, on va finir par assécher le territoire pour créer en un seul point toutes les propositions chorégraphiques, à la fois les lieux de répétition, les lieux de résidence, les lieux de diffusion, les lieux de formation des artistes, etc. Et on va finir par assécher le territoire. Et on voit que, comme c'est une demande qui peut être naturelle de chacun des secteurs, de se créer sa maison idéale, celle dans laquelle on va trouver tous les moyens de se développer, si on n'y porte pas attention, nous, c'est vraiment une attention particulière qu'on y porte, on pourrait se retrouver avec une accentuation de cette concentration sur la ville-centre. Pour nous, vraiment, le modèle décentralisé, c'est le bon. Et le modèle de la coopération entre les acteurs, c'est le bon. Et on a une chance dans cette ville, que le jeu à la nantaise, on sait comment cette expression est toujours utilisée de façon parfois dévoyée, mais en tout cas chez les acteurs. En ce moment, ça va bien, le jeu à la nantaise. Eh ben, depuis cette semaine, ça va pas mal, oui, en effet. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas en matière culturelle, et là, quand on se compare aux autres métropoles françaises, quand les autres viennent nous visiter, ils nous disent qu'ils trouvent ça absolument incroyable, la capacité des acteurs culturels nantais à travailler entre eux.
et de ne jamais ressentir de concurrence entre ces acteurs culturels. Est-ce qu'une façon de faire n'est pas celle qui a été développée autour du jazz, c'est-à-dire de réunir un certain nombre d'équipements et de directeurs d'équipements pour concevoir une saison qui amène des spectacles dans diverses salles et tout ça sous une programmation qui soit collective d'une certaine manière. Donc ça a été fait pour le jazz avec ce travail autour du Jazzella. En effet, ça a été fait pour la danse. Ça a donné lieu, entre autres, à la création d'un festival de danse qui est copiloté aujourd'hui par 9 structures qui copilotent ce sujet. En effet, dès que nous nous saisissons de faire se rencontrer les acteurs culturels de façon large sur des sujets, on est en train de travailler sur la question de la médiation sur ces questions aujourd'hui, et on voit bien que l'ensemble des acteurs de la métropole répondent à l'invitation nantaise, parce que finalement, ces sujets de réflexion globaux, ils permettent aussi de penser à la fois globalement les sujets, mais de penser leur déclinaison territoriale. Et aujourd'hui, le réflexe de la déclinaison territoriale, on a cette chance qu'il est dans toutes les têtes, et donc il permet en effet de se développer ensuite sur le territoire. Juste un mot pour terminer sur les territoires qui sont autour de la métropole. Récemment, la métropole a signé ce qu'on appelle un contrat de réciprocité avec le Pays de Ré, où on va parler mobilité, on va parler alimentation. Est-ce qu'on peut imaginer un jour ce type de contrat où on parlera culture ? Eh bien, aujourd'hui, je dois dire que mon petit doigt me dit qu'on est en train de travailler sur un certain nombre de propositions de cette nature, entre des quartiers de la métropole et des communes de l'extérieur, voilà, pour travailler de façon durable à des coopérations qui soient à la fois dans le domaine des résidences artistiques, mais aussi dans la création d'événements. Enfin, voilà, c'est des sujets qui sont en train de se développer. C'est aussi des sujets qu'on aborde assez régulièrement avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, parce que là, l'alliance des territoires, c'est aussi l'alliance des compétences et l'alliance des intelligences entre deux institutions. Et j'espère que dans les mois à venir, on pourra avoir des évolutions sensibles dans les politiques qu'on propose sur ces sujets-là. On est arrivé au bout de cette heure de conversation. Merci David Martineau. On pourrait la prolonger. Hein. Le sujet est vaste, mais on va s'arrêter là, je vous rassure. Avec plaisir, vous m'aurez invité quand vous voulez. Et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Ob many. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.